fin de vie de l'information quand les données refusent de mourir. Vous savez, on pense souvent que supprimer, là, on l'évoquait rapidement tantôt avec Anne, supprimer un fichier suffit à effacer une donnée, mais ce n'est pas si simple que ça, en fait. Alors, la présentation ici va nous ramener à une question fondamentale. Qu'est-ce que l'information? Mais vraiment, là. Pour explorer ce sujet, nous avons le privilège d'accueillir pas un, mais deux conférenciers. Le premier se nomme Francis Coates. Il est expert, vulgarisateur et conférencier en sécurité et en technologie. Il est qualifié par plusieurs médias québécois comme l'un des experts en sécurité les plus reconnus au Québec. Francis est également l'un des rares spécialistes au Canada à détenir la double certification PSP et CISP et probablement le seul ingénieur au pays à réunir ces deux titres. Alors, Francis, je t'invite à monter sur scène. On peut l'applaudir. Merci d'être là, Francis. Je te laisse t'installer. Il y aura, Francis va être suivi, on en a environ pour une trentaine de minutes avec Francis, et il sera suivi de Christophe Rodriguez, qui est expert en technologie émergente, stratégie et souveraineté numérique, avec plus de 27 ans d'expérience au cœur de l'innovation. Il travaille à l'intersection du calcul quantique, de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité. Ses conseils auprès des organisations et des dirigeants visent à bâtir des écosystèmes technologiques durables, sécuritaires et surtout résilients, où la cybersécurité n'est plus finalement une option, mais un pilier stratégique. On peut applaudir Christophe Rodriguez, qui sera avec nous dans un deuxième temps. À toi l'honneur, Francis. Hey, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui à ITSEC, deuxième année pour moi, deuxième fois que je présente ici. La dernière fois, ça avait été un grand plaisir, alors j'espère que ça va être aussi intéressant aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on peut... Merci pour la présentation. Donc, on l'a dit, le titre de présentation, c'est « Fin de vie de l'information quand les données refusent de mourir ». Je vais vous parler un petit peu de mon background, et vous allez voir qu'une de mes jobs dans la vie, c'était de ressusciter des données. Alors, pour moi, c'est quand même quelque chose qui me parle quand même pas mal. Je voudrais juste commencer par remercier la compagnie grâce à laquelle je suis là aujourd'hui, qui est UniRecycle. Aujourd'hui, dans le fond, on m'a demandé de faire une présentation en lien justement avec la protection des données et le cycle de vie de l'information. Et bien, c'est un plaisir. Tantôt, vous allez avoir Christophe qui va venir sur la scène plus parler en détail de trucs vraiment plus techniques là, au niveau de la loi puis de la destruction des données. Moi, je vais aller avec de quoi d'un peu plus léger pour commencer la présentation. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aime toujours ça me présenter un petit peu. Il y en a qui trouvent ça un peu bizarre. Pourquoi je prends la peine de me présenter? C'est parce que souvent, je vais arriver avec des affaires qui sortent un petit peu de nowhere, hein, du thinking outside the box. J'essaie de briser des paradigmes. Et il y a des gens qui se disent « Mais c'est qui ce gars-là? Pourquoi il parle de ça? Ça sort d'où son affaire? » C'est pour ça que je prends la peine de me présenter un petit peu. Ça explique un petit peu la mentalité que j'ai. Grosso modo, j'étais. Je suis un policier retraité de la Sûreté du Québec après plus de 25 années de service à la Sûreté du Québec. Et à la Sûreté du Québec, j'ai fait de la patrouille, comme la majorité des policiers. Et à peu près au bout de 2 ans et demi de patrouille, j'ai appliqué sur un poste et je me suis trompé de concours. J'ai appliqué sur un job de technicien en dispositif de sécurité au service de surveillance électronique et informatique. Et là, quand j'ai appelé là-bas, parler au boss, il me dit « Hey, elle dit, le jeune, tu as appliqué sur un job de serrurier. » Serrure quoi? Tu es une jeune police, tu vas arrêter des bandits, tu as l'adrénaline de faire de la police, puis là, on dit que tu as appliqué sur une job de serrurier. Fait que là, tu t'imagines déjà en train de faire des copies de clés dans une espèce de hangar de rack à balai en dessous d'un escalier. C'est pas très glamour comme poste. Et au final, pour se rendre compte que c'est probablement la job la plus intéressante que j'ai faite dans ma vie, puis probablement la job la plus intéressante au monde, selon moi, parce que ma job, à moi, c'était de contourner des systèmes de sécurité. Fait que j'étais payé par le gouvernement pour voler des autos, ouvrir des coffres-forts, faire des vols dans des maisons. C'était ça ma job. Fait que c'est quand même cool. Parce que quand tu te fais arrêter par la police, ben, tu as le droit, tu es correct. T'sais. Fait que tu as l'adrénaline, mais pas les conséquences. Fait que j'ai fait ça un petit bout de temps. Par la suite, je suis allé à la protection de l'État. Donc, j'ai été 7 ans à faire les recommandations de sécurité pour tout ce qui touche premier ministre, délégation du Québec à l'étranger, etc. Donc, en mesure de sécurité physique. Et je suis allé faire un tour en informatique judiciaire. Donc, je suis allé aider justement à hacker les téléphones des suspects, des ordinateurs pour extraire les données à des fins d'enquête et à déposer à la cour. Et à cet endroit-là, ben, on faisait quoi? On récupérait des données. Hein. Il n'y a rien de plus beau qu'un pédophile qui drague toutes ses affaires dans le corbeil. Il a fait le dossier pour toi.
Tu sais, la loi de Pareto, le 80-20, là, ben moi, c'est la corbeille. Tu vas dans la corbeille, puis tu as tout. OK? J'ai également été prêté au ministère de la Cybersécurité et du numérique. Je ne sais pas si Steve Waterhouse est dans la salle, mais j'ai été... Hein? Il est dehors, bon. J'ai été conseiller stratégique pour Steve au MCN, justement pour ramener un petit peu le volet sécurité de l'information. Moi, je suis un gars de sécurité physique à l'origine. Je vais vous expliquer où ça s'en va tout à l'heure quand on va tomber vraiment en sécurité de l'information. Et je suis enseignant à l'ETS. Donc, j'enseigne à l'ETS, j'ai enseigné à HEC, j'enseigne en intelligence artificielle à l'École des sciences de gestion, un petit peu partout. Fait que je suis quelqu'un qui est, je vais dire, je suis bon dans... mon expertise, c'est de tout connaître, mais d'être bon en rien. OK? Donc, si vous creusez un peu, vous allez dire, hey, ça, il n'en a pas parlé, ça, il n'en a pas parlé. C'est vrai. OK? Donc, ma job, c'est plus de vulgariser les choses. Donc, ceci étant dit, l'objectif de la courte présentation d'aujourd'hui, je vais vous rappeler c'est quoi la sécurité de l'information. Parce qu'il y a plein de termes qui sont galvaudés. Je donne des conférences régulièrement, puis ça revient tout le temps. Fait que je veux être sûr de clarifier ça. Je veux qu'on comprenne la gestion du cycle de vie de l'information. OK? Donc, c'est beau avoir de l'information, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et je veux vous amener à connaître les 4 types de fuites d'informations lorsqu'on fait un déclassement, lorsqu'on fait du decommissioning d'un équipement, etc. Okay? Fait que c'est mon petit objectif. On devrait passer à travers ça en quelques minutes quand même, ça devrait être pas pire. On va commencer avec qu'est-ce que l'information. Ça, c'est un relais un petit peu de l'année passée. Il y a des gens qui avaient aimé ça. J'avais fait une conférence où je parlais des mammouths. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mammouth là-bas, mammouth là-bas, mammouth là-bas. Et les gens avaient bien aimé ça. Fait que j'ai converti plein de gens qui ont lâché le tofu puis ils sont tombés dans la viande. Fait que pas sûr que c'est bon pour la planète, mais en tout cas, c'est bon dans l'assiette. Et donc, c'est quoi l'information? Fait que juste de comprendre que l'information, là, ça vient du mot informa, dans un format. L'information, c'est tout simplement une connaissance qu'on a, OK, et qu'on va mettre dans un format quelconque pour faire de quoi avec, genre la transférer. C'est beau d'avoir des idées dans ta tête, mais il faut que ça sorte à un moment donné. Et dans l'histoire de l'humanité, la première manière de faire de l'information, ça a été le langage. On s'ostine entre 100 000 et 200 000 ans. Là, on s'entend, ça fait très, très longtemps. Et c'est la première fois qu'on a eu de la sécurité de l'information. La sécurité à l'origine de l'information, c'était quoi? C'était la disponibilité. Ce n'était pas la convivialité. Tu dépendais de la transmission de l'information pour la survie de ta gang. Mais il y avait aussi de la confidentialité. Tu ne voulais pas que l'autre tribu aille manger tes mammouths, OK, on s'entend? Puis il y avait de l'intégrité. Envoie pas ta gang là quand les mammouths sont là. Il faut être sûr que le message soit clair. OK? Plus loin dans l'histoire de l'humanité, on a eu la représentation symbolique. Ça date d'à peu près 40 000 ans. L'écriture, à peu près 4-5 000 ans. Et là, ça, c'est quoi, ça? Bien, c'est à partir du moment qu'on a pris l'information et au lieu de l'avoir verbale ou dans notre tête, on l'a mis sur du support physique. Et ça a permis pour la première fois de l'humanité de faire quoi? De différer la transmission d'informations. Donc, de transférer de l'information de manière asynchrone. C'était une première dans l'histoire de l'humanité, cela. Là. À moins que vous dites qu'il est tellement loin, je crie tellement fort, c'est asynchrone le temps que le son se rende, mais ça se rend vite en tabaslac du son. OK? Donc, on va considérer que la voix, c'est synchrone. Et là, pour la première fois, je fais laisser de l'information. Puis dans 3 semaines, dans 2 mois, quelqu'un me fait revenir et va avoir accès à cette information-là. Okay? D'ailleurs, il y a des grottes, les grottes de Lascaux en Europe. Tu sais, on parle de grottes, là, ça fait 40 000 ans, puis on trouve encore des informations intéressantes là-dedans. Moi, je vous garantis là, que vos photos de balles définissants, là, dans 100 ans, puis personne ne va en avoir entendu parler. Okay? Puis on ne les retrouvera pas dans 2000 ans. Ça a amené la sécurité physique. Bien là, il fallait protéger physiquement cette information-là. Parce que là, maintenant, je la laisse l'information, puis l'information n'est pas accrochée après le messager, elle peut être laissée quelque part. Et le troisième format, si on veut, de l'information, c'est tout ce qui est technologie de l'information. Ça date d'à peu près 100 ans. Les satellites, les communications de vitesse, ça a permis de quoi? De transférer des grandes quantités d'informations sur de longues distances très, 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 très rapidement. OK? Mais ça date d'à peu près 100 ans. Fait que quand les gens me disent, moi, j'étais un expert en sécurité de l'information. OK, tu as quoi comme formation? Ah, j'ai un bac en cybersécurité. Non. C'est comme si tu me dis, moi, j'étais un expert en alimentation. Pourquoi? Moi, j'ai un bac en tofu. Non, tu es un expert en tofu. Le tofu, est-ce que ça fait partie d'une saine alimentation? Oui. Est-ce que le tofu, c'est une saine alimentation? Non. Si tu manges juste du tofu, tu vas perdre tes cheveux, tes dents, puis sérieusement, tu vas avoir des problèmes. Là. Fais pas juste manger ça. OK? Donc, ça fait partie d'un tout.
Donc ici, quand on parle de sécurité de l'information, ben, c'est la cybersécurité. Donc ça, c'est les 3 maillons, si on veut, de la sécurité de l'information. Ça prend et le filtrage de sécurité, donc avec qui je fais affaire, et la sécurité physique, et la cybersécurité. Si vous en faites juste un des 3, ben, vous faites 33 de la sécurité de l'information, puis il y en a 66 que vous ne faites pas. Et ça, c'est mal. OK? Non seulement il y a le format de l'information qui est important à considérer, mais il y a aussi l'état de l'information. L'information, ça peut avoir plusieurs états. Premier état, c'est assez simple, c'est en utilisation. J'utilise l'information. Le deuxième état que je peux avoir, là, je ne vous le donne pas nécessairement dans l'ordre, c'est l'information au repos. Et finalement, c'est l'information qui est en transit. Donc, l'exemple que je peux vous donner, ben, vous avez un disque dur, il y a des données dedans, votre ordinateur est fermé. Ben, les données qui sont sur le disque dur, ce sont des données qui sont au repos. Vous ouvrez votre ordinateur, vous transférez les données sur un autre laptop ou vous transférez les données sur votre cellulaire. Les données, elles sont en transit. Et vous êtes en train de consulter les données, c'est justement vos photos de votre balle de finissant. Vos données sont en utilisation. Mais là, vous êtes capable de coupler ça avec l'autre partie que je vous ai parlé tantôt du format. Fait que ce n'est pas parce qu'au niveau numérique, je suis au repos. Exemple, j'ai une clé USB sur laquelle il y a des données. Au niveau numérique, mes données, vous êtes encore avec moi, sont au repos. Mais la clé USB est dans mes poches, puis moi, je pars de mon lieu de travail, puis je m'en vais à la maison. Bien, l'information, elle est en transit. OK? Donc, il faut faire attention à ça. Ces niveaux d'abstraction-là sont très, très, très importants pour savoir exactement où vous vous situez. Donc, physique, numérique. Okay? Je ne parle pas du niveau verbal. Là. Le niveau verbal, on est rarement au repos. Là. Malgré qu'il y en a qui aimeraient ça que je sois au repos au niveau verbal des fois, mais bon, en général, on est toujours en utilisation quand on est au niveau verbal. Ça m'amène à vous parler du cycle de vie des données. Bon, première des affaires, je n'aime pas le terme « un cycle ». Sérieusement, je trouve ça vraiment poche. Un cycle, pour moi, quand ça arrive à la fin, on recommence au début. C'est cyclique, là, les saisons, c'est cyclique. Ici, ben, on appelle ça, dans la littérature, le cycle de vie des données, le cycle de vie de l'information. Mais c'est relativement linéaire, cette affaire-là. Il y a plusieurs représentations au niveau académique. Je vous en ai présenté une. C'est un mix un peu de 2-3 pour arriver avec de quoi qui est présentable et qui est explicable. La première des choses quand on parle de cycle de vie de l'information, c'est la création de l'information. OK? On va essayer de séparer création puis collecte tout de suite. Je vais juste poser une question à quelqu'un. Votre prénom, c'est quoi? Vincent. Ici, on a Vincent. Venez-vous d'inventer votre prénom ou c'est vos parents qui vous l'ont donné? C'est vos parents. Parfait. Vous, votre nom, c'est votre prénom? Steven. Steven, si vous étiez une note de musique, quelle note de musique aimeriez-vous être? Do? Bon. Avant aujourd'hui, est-ce que vous vous étiez posé cette question existentielle-là? Non? Parfait. Vous me rassurez, OK? Vous me rassurez. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de créer de l'information. Okay? Fait que la création de l'information, c'est une information qui n'existait pas avant, qu'on vient de créer. Dans certains cas, par la collecte, on peut la créer, cette information-là. Comme voyez-vous ici, ma méthode de collecte, c'est quoi? C'est un questionnaire, c'est de poser une question et, en même temps, j'ai créé de l'information parce que l'information, elle n'existait pas avant que je sollicite la personne. Donc, la collecte, bien, il y a plein de méthodes pour collecter de l'information, des questionnaires, bon, peu importe. Et ensuite, on va faire quoi avec cette information-là? On va la stocker. C'est bien rare qu'on collecte de l'information pour l'oublier à mesure, OK? Des fois, il y a moi qui fais ça quand ma blonde, elle a vu que je collecte de l'information sur qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans la maison. Des fois, je ne la stocke pas trop, l'information. Je fais semblant de la collecter. Mais en général, on veut collecter, on veut stocker l'information qu'on a collectée. Et pourquoi? Parce qu'on va vouloir l'utiliser. Ça, d'ailleurs, c'est un principe de base. On va parler probablement tantôt de la loi 25, puis vous en avez déjà entendu parler. Arrêtez de collecter des données que vous n'utilisez pas. Vous faites juste vous exposer à des problèmes. On stocke les données qu'on a besoin d'utiliser. OK? Donc, on va utiliser. Et là, oui, il y a un petit cycle. Ça va être commun d'utiliser la donnée, de la stocker, de l'utiliser, de la stocker, de l'utiliser, de la stocker. Ça, c'est standard. OK? Ça, il y a un petit cycle qui se passe là. Une fois qu'on a utilisé l'information, pendant qu'on l'utilise, ça peut se faire en parallèle, des fois, on va partager l'information.
Partager l'information, c'est pourquoi? C'est parce que quelqu'un d'autre a besoin de l'utiliser. Fait qu'on va lui rendre disponible l'information. Encore là, il y a plusieurs mécanismes pour faire ça. Et finalement, on va archiver l'information. L'archivage d'information, c'est quoi? Ben, c'est quand on décide de conserver de l'information pour usage futur. Ce n'est pas pour l'utilisation, ça, là. C'est pour usage futur. Tu sais, quand on parle là, des centres de données, là, les hot, les cold, ben là, on est dans le cold, là. On est dans le fret, là. Pourquoi? Parce qu'on veut utiliser le moins de ressources possible. On veut mettre ça quelque part, à un endroit où est-ce que ça va être disponible, mais ce n'est pas disponible rapidement nécessairement. Okay? Et l'avantage, d'archiver, que ce ne soit pas utilisable ou accessible rapidement, ben, c'est un avantage de sécurité aussi. Si toutes les données que vous avez utilisées dans votre vie, dans votre entreprise, c'est à la même place sur un NAS, puis si vous faites pirater, on part avec tout. Puis vous me dites, ben là-dessus, il y avait le 3/4 des données qui ne servaient plus depuis 8 ans, mais il fallait conserver pareil. Ben, qu'est-ce qu'ils faisaient là, les données? Ils auraient dû être ailleurs. Okay? Donc, ça, c'est l'archivage. Il va y arriver, c'est beaucoup plus rare, qu'on va passer de l'archivage vers l'utilisation. D'ailleurs, si on archive des données, c'est parce qu'on a une certaine idée que ça pourrait arriver qu'on va les réutiliser dans le futur. C'est bon, ça peut arriver que non, mais ça peut arriver que oui. Et finalement, ça l'amène la dernière étape du cycle, comme je dis, j'aime pas tellement le mot cycle, la dernière étape qui est la disposition. Qu'est-ce qu'on fait avec les données quand on a terminé, puis qu'on est sûr qu'on a terminé? C'est bon? Je vais voir un petit peu. Ouais, c'est bon. Dans la disposition, là, je suis allé à l'autre slide d'après, ça va être plus fun tout de suite de voir ça. J'ai parlé de partage tantôt. Il faut comprendre que quand je partage de l'information, ça, c'est une affaire qu'on essaie d'apprendre aux ados, là. Quand tu partages une photo de tes totons ou de ton pénis sur Internet, c'est fini. C'est encore ton pénis, mais ce n'est plus tes photos. OK? Non, mais il faut l'avoir essayé. Non, c'est pas vrai. mais ça reste qu'il faut comprendre qu'une fois qu'on a partagé de l'information sur Internet, c'est finito, là. C'est plus ton information. Tu as beau dire que c'est ton information encore, c'est bye-bye. D'ailleurs, c'est un problème qu'on a. Je fais des jokes avec ça. Mais on a des ados là, qui ne comprennent pas ça, là. Ils ont partagé une photo, justement, intime. Puis là, après ça, ben, ils voudraient essayer de remettre la pâte à dents dans le tube. C'est comme quand tu grilles un chip en sécurité, pas en sécurité, mais en électronique. Quand la boucane elle sort du chip, c'est dur en crise de la remettre dedans. Pas s'il y en a qui ont déjà essayé ça, là. Puis si c'est un chip de mémoire, là, ben là, tes données sont vraiment dans le cloud pour vrai, là. OK? Donc ça, c'est une affaire à considérer. À partir du moment que je partage l'information, qu'est-ce que ça fait? Ça crée une ligne à part, un deuxième cycle de vie de l'information que vous ne contrôlez pas. Ce n'est pas parce que vous avez fait une disposition de votre côté à vous que la personne qui a eu accès à l'information a été capable. Là, vous allez me dire, « Ouais, mais nous, on a un SharePoint, puis c'est nous autres qui le gèrent. » Oui, mais il y a du monde qui aime mieux travailler en local, puis finalement, ils enregistrent localement le document Word dans le téléphone, dans les ordinateurs. Fait que là, oui, il y a un SharePoint, mais dans certains cas, on copie les données, puis ils sont rendus en parallèle. D'accord? Et cette personne-là, elle peut repartager aussi. Ça, c'est une autre affaire, OK, qui est à considérer. C'est bon. Là, je pense que je viens de me faire avoir avec le temps, parce que je vois... Pour moi, c'est 11 minutes 6 que je parle, mais c'est 11h06. C'est la vraie heure qu'on voit, là. Fait que j'ai jusqu'à quelle heure pour parler? Il me reste 5 minutes, tabarnak. On va se dépêcher vite. Il reste combien de temps? Alors, on a jusqu'à 45 à 2. OK, c'est bon. Parce que moi, depuis tantôt, je parle. Je dis, ça, il faut que je rajoute du temps. Parce que me semble le 11, il vire pas vite, ben, là. Je trouvais, j'étais à Vaslac, je suis endormi aujourd'hui. OK. Et cette personne-là, comme on le disait tantôt, elle peut repartager de son côté, repartager. Fait, vous comprenez qu'à partir du moment qu'on partage, on perd vite l'accès, pas l'accès, mais le contrôle sur notre information. Je reviens d'une slide. Quand j'ai parlé de disposition, ça rentre. Il y a plein d'affaires qu'on peut faire dans la disposition. La première chose, c'est, là, je vais l'inverser, c'est ce qu'on appelle l'archivage permanent.
il arrive qu'on ait à conserver des données pour des raisons contractuelles, légales, peu importe. C'est comme dans la police, nous autres, quand on fait un dossier qui va à la cour, ben, on ne détruit pas les données. Là. Les données, on les conserve. Okay? Fait qu'il arrive que pour d'autres raisons, la disposition, ce ne sera pas de la destruction. Ça va être de l'archivage permanent. Mais ça, c'est l'exception. Si dans votre compagnie, vous êtes des pros de l'archivage permanent, ou pire, du stockage permanent, ça, c'est mal. Okay? Ça vous expose beaucoup. Quand on parle de destruction, il y a 3 niveaux de destruction de l'information qu'on considère en général. Le premier, puis c'est relativement nouveau, c'est la destruction cryptographique. Ça, c'est quoi? C'est quand vous avez un disque chiffré et au lieu de détruire l'information, vous détruisez la clé. Je détruis la clé de chiffrement. Donc, je n'ai plus accès à l'information. Est-ce que j'ai détruit l'information? En théorie, on considère que oui. Mais encore là, ça dépend de votre niveau de chiffrement. Hein? Si vous avez build-in un niveau de chiffrement homemade là, avec Excel, là, puis vous faites du c'est quoi, là, du ROT 13, je ne sais plus trop, là, on tasse de 13 caractères. Là. La clé, c'était 13, on l'a effacée. C'est pas bon, OK? Mais dans certains cas, oui, la destruction cryptographique, c'est intéressant. Un des avantages de la destruction cryptographique, c'est quoi? C'est la rapidité à détruire des données. Wiper un disque dur de 2 Tera comme faux. Military spec. C'est long. Surtout s'il faut que tu écrives 7 fois dessus, 14 fois dessus, 21 fois dessus. C'est long. Détruire la clé cryptographique, c'est instantané. OK? Fait que ça peut être une méthode rapide, puis après ça, on rajoutera d'autres méthodes pour être sûr. La deuxième méthode de détruire de l'information, de manière générale, c'est la méthode logique. La méthode logique, c'est quoi ça? Ben, c'est on va formater, on va wiper. OK? On va, en anglais, on dit sanitize. OK? Une des méthodes, d'ailleurs, le formatage, là, si j'ai un livre, là, on va s'amuser, on va formater un livre. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, formater un livre, c'était écœurant. Conçu pour être sécure. René Sylvain Bédard. Il est où, M. Bédard? Il est-tu là aujourd'hui? Il est caché de l'autre bord? OK, parfait. Fait qu'il ne pleurera pas, il ne verra pas ce qu'on va faire. C'est correct. On me dit que c'était un bon livre. OK, je ne l'ai pas lu, mais on me dit que c'est un excellent livre. Je pense que le monsieur, il y en a en vente ici, je pense, là, quelques exemplaires. Et on va le formater. Là. On va faire la même chose qu'un disque dur, mais dans le domaine physique, on va formater ce livre-là. Je vais juste enlever mon micro. Ça fonctionne-tu? Ah, ça marche. Bien, formater un livre, là, comme formater un disque, c'est pas bien compliqué. Je m'en vais chercher un truc qui s'appelle « Wow! La table des matières! » Et voilà! J'ai formaté le livre. Clairement, il n'y a plus rien dedans. Non, mais Chris, par où je vais commencer à lire ça, sérieusement? Là, de quel bord qui va, je suis fourré. Hey, puis table des matières, je suis mort. J'ai formaté un disque, là. C'est exactement ça. On détruit la partie du système de fichiers qui sert à retrouver l'emplacement spécifique des fichiers à l'intérieur, des répertoires à l'intérieur. Mais ici, pour lire ce livre-là, quand même que je ne le sais pas d'avance, le chapitre 4, il est à quelle page? Est-ce que ça m'empêche de lire le livre? Est-ce que ça m'empêche de regarder s'il y a des beaux petits dessins? Non. Mais quand je formate un disque, c'est exactement ce que je fais là. OK? Donc, ça me donne l'impression. Puis c'est encore pire. Je n'ai pas parlé de juste effacer un fichier, là, mais effacer un fichier, c'est encore pire. Là. Effacer un fichier, là, je fais delete, là, ça ne fait pas grand-chose à part le faire disparaître à l'écran. Mais formater, ça vient exactement de faire ce que j'ai fait là. Fait que quand on veut détruire de manière plus supérieure, qu'est-ce qu'on va faire? On va wiper. Là, qu'est-ce qu'on fait? On va aller prendre, mettons, un disque de 1 Tera et on va aller écrire 1 Tera d'informations dessus pour écrapoutir tout au complet. Fait que si je wiperais ce disque-là, là, qu'est-ce que je ferais? Je pognerais ça puis j'irais réécrire par-dessus tout ce qui est marqué. De manière à ce que ce soit mon nouveau texte qui soit là. Okay? En théorie, avec un livre qui est écrit stampé comme ça ne marche pas. Là. Okay? Ça a plus l'air d'être de la Rome. Là. Mais si je peux effacer le texte, ça veut dire que je vais l'effacer au complet, puis je vais réécrire par-dessus pour être sûr que l'information ne soit pas dedans. Ça, c'est de la destruction logique. Et après ça, il y a de la destruction physique.
Physique, là, c'est comme dans Terminator. Là, tu sais, quand ils font dans l'espèce de métal en fusion, ben c'est ça. Fait que pour des données très, 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 très sensibles, on peut détruire les disques durs physiquement. OK? C'est une des méthodes qu'on peut avoir. Pourquoi c'est important d'avoir un cycle de vie de l'information et pourquoi c'est important de bien le gérer? Bien, on réduit les risques juridiques. Je pense qu'on va en parler tantôt, avec Christophe. On veut savoir où est l'information. Il n'y a rien de pire que j'ai de l'information, mais je ne sais pas c'est où. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, ça m'arrive des fois. Là, je m'en vais chez Home Depot m'acheter un outil. Puis quand j'arrive à la maison, ma blonde dit « Pourquoi tu n'as pas pris celui qui était dans le garage? » Elle dit « Ça doit être parce que tu en as trop. » OK. Bon, ben, c'est un peu le même principe ici. À un moment donné, on recollecte des informations qu'on a déjà, on ralentit notre processus pour les utiliser parce qu'on ne sait pas son où. C'est important. Mieux protéger l'information, la classification de l'information. Je me suis battu au MCN pour ça. Quand on me dit classifier de l'information, ça coûte cher. Non, c'est l'inverse. Classifier de l'information, ça coûte pas cher. Classifier de l'information, on fait ça pourquoi? On fait ça pour réduire les coûts. Je veux savoir qu'est-ce qui vaut vraiment la peine d'être protégé. Parce qu'au lieu de tout protéger comme si c'était top secret, là, ou comme l'OTAN, là, c'est cosmique top secret. En passant, ça existe, cosmique top secret, là, c'est en haut de top secret. C'est une cote de l'OTAN. Bien, si je protège toutes mes données comme si c'était cosmique top secret, ça va-tu coûter cher? Bien oui. Fait que pourquoi on fait de la classification de l'information? Non seulement pour mieux protéger l'information, mais pour réduire les coûts. Okay? Donc, c'est important d'avoir une gestion du cycle de vie de l'information qui est adéquat. Améliorer la performance opérationnelle, j'en ai parlé. Si tu ne sais pas où l'information, puis tu commences à gosser, à la chercher, c'est pas trop bon. Ou pire que ça, tu la recollectes une deuxième fois parce que tu ne sais pas où, c'est pas trop fort. Et je veux réduire la surface d'attaque. J'en ai parlé tout à l'heure. Si vous mettez tout dans votre stockage principal, c'est une mauvaise gestion de l'information. Vous devriez avoir du stock dans votre stockage principal, dans votre section d'archivage, et avoir un endroit pour faire de l'archivage permanent, si requis. Et ça devrait être l'exception. Quand on jette un appareil, là, vous allez voir, je m'en vais tranquillement là, vers ce qu'on doit faire, puis pourquoi c'est Unirecycle là, qui va monter sur la scène après moi. Il y a 4 manières de faire fuiter de l'information quand on parle d'un déclassement d'un appareil. La première des choses, c'est l'appareil lui-même. L'appareil lui-même est une information. Je suis capable de savoir la technologie que vous avez à l'interne ou la technologie que vous aviez à l'interne. Je suis capable d'avoir de l'information juste avec l'équipement en soi. Ça, les gens, des fois, ils ne pensent pas. Oh, c'est pas grave, c'est juste une petite information. Mais une petite information, plus une petite information, plus une petite information, là, ça finit par faire beaucoup d'informations. OK? La deuxième manière de fuiter de l'information quand vous déclassez, en passant de déclasser, là, ça veut dire mettre hors service, se débarrasser d'un équipement. La deuxième fuite possible, c'est qu'est-ce qui est écrit dessus? Vous seriez surpris de voir, des fois, les gens se débarrassent de des claviers. Ouais, pas d'information. Là-dedans, un clavier, c'est un clavier USB. Fuck all là-dedans. Bien, il y a peut-être fuck all dedans, mais quand je le vire en arrière, puis je vois des adresses IP du serveur vidéo, je vois le mot de passe admin du serveur vidéo, bien, il y a fuck all dedans, mais il y a du stock en arrière en tabarouette. OK? Et ça, on l'oublie. Ça, on l'oublie. Puis pas juste dans l'informatique. Dernièrement, je nommerai pas le ministère. Je vais dans un ministère, ils ont déplacé des bureaux d'un ministère à l'autre. Ça s'est promené. Je suis dans une salle de réunion, de formation que n'importe quel nobody peut aller. Sur le flanc de la table, il y a des adresses IP, des users, des mots de passe au P-Touch. C'est pas un ordinateur, c'est pas un clavier, c'est pas un routeur, c'est une table. Puis là, ils promènent la table, puis personne n'a pensé d'enlever les informations sur la table. Déjà qu'il y a eu des informations sur la table, c'est mal, mais les informations, ils restent dessus. C'est terrible, OK? La troisième manière, bien ça, vous êtes habitués. Bien, c'est les unités de stockage. Fait que ce que l'équipement peut contenir. Pas juste les disques durs. Moi, comment on appelle ça? Mes motards, mes bandits, il y a eux autres qui avaient compris que la police allait chercher des données dans les enregistreurs numériques, les DVR qu'ils mettaient dans les plantations de potes dans les laboratoires. Fait que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé les disques durs. Fait qu'ils ont dit, il n'y a plus d'informations. Mais Christy, dans le chip, dans la machine, il
Ils ont programmé leurs adresses de courriel pour recevoir les vidéos puis recevoir les alertes du DVR. Ça venait de l'information. Ce n'est pas sur le disque, mais c'est dans la mémoire de l'appareil. Et la dernière fuite possible, c'est ce à quoi l'équipement donne accès. J'ai vu ça à quelques reprises. La personne a wipe son ordinateur. Puis quand je dis wiper, là, il y a un disque D, ça c'est les données. Elle a wipé le D. Mais elle n'a pas wipé le système d'exploitation. Puis son Facebook, son Dropbox, tous ces cossins, tu as encore accès. Fait que oui, les données ne sont plus dans la machine, mais tous les comptes sont restés dedans. Donc, on est capable de se connecter à distance pour aller voir l'information et aller la récupérer. Donc, ayez ça en tête, les quatre types de fuites d'informations, ce n'est pas juste les unités de stockage. C'est beau? Allez, on va faire une petite démonstration, on a du temps. Mon ami Simon David, es-tu là? Ça a presque pas l'air arrangé, mon affaire, là. Simon, est-ce que tu aurais des disques durs à faire détruire par hasard? Genre qu'il y a des trucs vraiment intimes dessus qu'il ne faudrait vraiment pas que ça coule? Les recettes de ta grand-mère? Ah, il y a des photos d'Audrey. Okay. Par quel disque il faut qu'on commence? De Kingston. Bon, on va s'amuser à faire un petit truc. Je vais lâcher le micro quelques secondes. Je vais me déguiser, puis on va faire des trucs intéressants. La sécurité avant tout, c'est important. On va se mettre des gants. Une bonne vieille... Ça dure à parler, madame, ça ne parle pas pendant tout, vous m'entendez pas. On va essayer de parler comme ça. On va essayer de percer ça, ce disque-là. Les données sont détruites. Je ne suis pas sûre que ça a été bien efficace. Je pense qu'on devrait essayer ça. Pas de tabarcelac, là, on sort les gros outils. Attends un peu, on va essayer ça. Il y a de la misère solide. Je ne sais pas si on m'entend, là. J'ai un peu de misère à le couper avec ça. Mais il a redonné un petit coup de perceuse. Attends un peu. On va essayer quelque chose. Là, j'ai un petit peu détruit le connecteur. J'espère que mon connecteur va marcher quand même un petit peu. Tu n'avais pas prévu que j'allais l'écrapoutir avec le... Il est trop écrapouti, pour ça j'en avais 3. On va en prendre un autre. Vous avez remarqué dans la technique, c'est très important de sortir la langue, OK? Donc ça devrait marcher ici. Yes. Fait qu'on va prendre des petits disques durs. On va espérer que les données sont vraiment toutes détruites. Pour Audrey, surtout. Okidou. Ça a bien de l'allure. Vous voyez mon écran? Oui, non? Oui, parfait. Okidou. On va aller voir ce qu'il y a là-dessus. Je vais être capable d'aller voir des données là-dessus. C'est sûr qu'un USB sans fil, c'est moins bon. On va le connecter. Non, il y a des limites au USB comme... Oh!
On a un disque dur qui s'appelle Secret intime. Ça, déjà là, j'aime ça pas mal. Ah, tabarslac. J'ai toujours pensé qu'il capotait sur Star Wars. Eh bien non, c'est Star Trek, aussi. Donc, c'est une petite... Donc, c'est une petite démo que je voulais vous montrer parce que c'est arrivé il y a quelques années. Je n'ai pas été chanceux parce que j'ai éclapouti tantôt avec Leto. Mais ça, c'est une technique de destruction quand on parle justement de la gestion. Adaptez vos processus. Il y a quelques années, il y a une compagnie comme ça, ils ont jeté un tapon de disque dur. Ils avaient fait plein de trous dans tous les disques durs. Sur 40 disques durs, il y en avait 40 qui ont été récupérés, qui n'avaient aucune donnée détruite. Pourquoi? Parce que quand ils ont adapté les SSD, ils ont gardé le même format pour que ça soit pratique. Mais la majorité des SSD, là, il y a juste à peu près 2,5 cm du côté du connecteur qui a de l'électronique. Le reste, c'est vide. Fait que le beau petit trou que j'ai fait ici, là, dans le fond, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai amélioré la performance en ventilant le disque dur. OK? Donc, tout ça pour dire qu'il ne faut pas s'improviser quand on fait de la destruction de données. Je vais laisser Christophe venir vous parler de comment ça se détruit des données, puis effectivement, ce que les autres sont capables de faire. Fait que je vous remercie. Je vais revenir tantôt pour la période des questions. Je vais laisser à Christophe. Bonjour à tous. Alors, moi, je ne vais pas détruire de disque. Je ne suis pas venu avec une tronçonneuse ou une scie à métaux ou même de quoi le faire fondre. Mais par contre, effectivement, pour revenir sur la petite blague sur les disques durs percés, j'ai connu ça en data center. Vous savez, à l'époque, là, il y a 10-15 ans, j'ai connu un grand groupe qui s'amusait à percer des disques durs. Il mettait un technicien, puis il lui donnait des piles de disques durs monstrueuses, et puis il les perçait, il les jetait. Puis il était persuadé que les données étaient effacées. Mais je vous garantis que ça ne fait pas. Bon, moi je vais être un peu moins drôle que notre ami Francis là. Je vais être un peu plus sérieux, puis on va parler de choses un peu plus concrètes. Hop, je vais juste avancer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer à parler des obligations réglementaires. Donc il y a ce qu'on vient de dire. On peut dire effectivement que les données sont récupérables sur n'importe quel disque, même si on le détruit physiquement, si on est perçu d'avoir détruit. Les méthodes d'effacement ont des limites techniques, forcément. Format de C2 points, ça ne marche pas. Vous pouvez essayer, là, vous pouvez tenter. Il y a des applicatifs open source qui vous permettent de tout récupérer. Par contre, vous, en tant qu'entreprise, vous avez des obligations. Vous devez prouver que chaque support que vous avez détruit doit être déclaré détruit correctement. Okay ? Vous devez le documenter. Vous devez documenter déjà le transfert physique avec l'horodatage et la signature et prouver que chaque disque est identifié avec un numéro de série. Pourquoi ? Parce que si votre effacement n'est pas documenté, la responsabilité, vis-à-vis de la loi 25 ou d'autres lois, est entière pour l'entreprise. Les risques, bien entendu, on parlait là, c'est la réputation. Imaginez, là, vous avez sur vos disques bêtement les photos d'un 5 à 7 qui a mal tourné. Vous gardez, vous envoyez votre disque à l'effacement, le disque est mal effacé, vous savez, vous faites des vides-greniers auprès de vos salariés, là, vous revendez le matériel qui ne sert plus. Le gars récupère les informations, vous êtes en mauvais terme avec lui, il part, il peut utiliser l'information contre l'entreprise, la publier, enfin, ça peut être catastrophique. La deuxième, c'est la fuite de propriété intellectuelle. C'est bête, mais on est toujours persuadé qu'en effaçant correctement un disque, on risque rien. Mais vous savez, quand on veut faire de l'espionnage industriel, c'est hyper facile de récupérer de l'information. Croyez-moi, les Chinois, les Nord-Coréens et les Russes sont très très forts dans le domaine. Ensuite, il y a la non-conformité. Et donc la perte de certification. Si votre entreprise est certifiée ou si elle ne respecte pas les obligations légales, que ce soit la loi 25 ou la RGPD en Europe. Et après, il y a un autre enjeu, le dernier, qui est de plus en plus important dorénavant, c'est le réemploi. Parce qu'après tout, vous effacez des disques, vous réattribuez par exemple un ordinateur portable à un de vos collaborateurs. Donc imaginons, le directeur général avait un ordinateur portable, il commence à être un peu désuet pour lui, un peu vieillot, et vous voulez le réattribuer à la secrétaire. Vous avez quand même envie que les informations qui étaient sur cet ordinateur portable soient correctement effacées. Vous ne voulez pas que la secrétaire puisse récupérer une information qui est sensible pour l'entreprise. Donc, dans chaque entreprise, le plus important, c'est de mettre en place une chaîne de traçabilité. On veut être certain de protéger juridiquement son entreprise.
C'est extrêmement important. Donc la première des choses, comme disait Francis tout à l'heure, on doit, classifier ces données, mais ensuite on doit être certain de pouvoir dire, d'avoir l'information sur le numéro de série des supports sur lesquels on a enregistré ces données-là. Le deuxième, c'est quand on envoie un disque dur au décommissionnement ou un matériel en décommission, que ce soit un serveur ou un ordinateur portable, c'est de faire signer par son responsable sécurité un ordre de destruction. Donc, lui transfère la responsabilité en disant « Ok, je suis d'accord pour qu'il parte à la destruction », et donc effectivement, c'est signé, c'est horodaté. Dans ces cas-là, on l'a mis dans le registre de traçabilité. Ensuite, à la fin de tout ça, on doit avoir une procédure pour le rapport d'exécution. On doit être certain qu'effectivement, on a bien transféré le matériel et que derrière, il a bien été ou effacé ou détruit. Et on doit avoir pour ça un certificat légal qui justifie que l'exécution a bien été réalisée. Les mauvaises pratiques. Alors vous avez beaucoup d'entreprises, beaucoup de directeurs techniques, beaucoup de directeurs sécurité qui sont persuadés d'une chose, c'est j'ai effacé 50 disques d'un coup, j'ai mis un technicien, il m'a effacé 50 disques dans la journée, et quand il vous dirait, si vous dit qu'il a effacé 50 disques, tout dépend de la méthode, il n'a aucune identification individuelle, c'est-à-dire qu'il a dit ouais j'ai fait 50 disques, voilà la pile, je l'ai faite, elle est dans la boîte, c'est fait, c'est nettoyé. C'est pas une preuve. Donc vous ne pouvez pas prouver que le disque a été effacé, que le numéro de série a parfaitement été effacé, puis en cas de litige judiciaire, c'est votre responsabilité. La bonne pratique, c'est un certificat par numéro de série. On efface un disque, on l'a effacé avec telle méthode d'effacement, donc on a bien identifié individuellement le disque, on a prouvé que ce disque a été effacé avec telle norme, et ensuite, derrière, on est capable de le justifier dans un audit. Là, pareil, le transfert de responsabilité est effectif vers le prestataire, parce que si vous faites appel à un prestataire pour ça, c'est lui qui va le certifier. Vous n'avez peut-être pas les outils en interne, mais vous avez des prestataires comme Unirecycle qui se chargent de ce genre de choses. Donc ça, c'est la bonne pratique. Légalement, personne ne peut vous attaquer pour ça. Donc à propos de nous, je ne vais pas vous embêter très longtemps là-dessus, mais juste pour vous expliquer qu'on est spécialisé dans la gestion sécurisée des équipements informatiques en fin de vie. On existe depuis maintenant 10 ans, c'est notre 10e année cette année. On veut au maximum réemployer, donc on veut faciliter le réemploi des actifs numériques et technologiques, mais on veut surtout vous garantir que l'information a été correctement effacée et vous garantir que la chaîne de traçabilité a été parfaitement respectée. Alors, pour ça, on propose un service totalement sans frais. Donc on vient chez vous, on collecte tous les supports, on va les effacer, on utilise pour ça les méthodes les plus avancées du marché, et puis ensuite, derrière, on va vous transmettre un certificat individuel, et vous allez pouvoir garantir que l'information a été parfaitement effacée, supprimée. Dans certains cas, et selon le type d'information qui était stocké, et en fonction effectivement du type de matériel, ce matériel va repartir en réemploi, donc en économie circulaire, va être reconditionné si possible, peut-être même dans votre entreprise, c'est-à-dire que vous allez peut-être à un moment donné être amené à réutiliser ce matériel. Dans un deuxième cas, on prend les supports disques et on les détruit. Donc on a une merveilleuse machine qui va réussir à réduire le disque. Vous pouvez passer sur le stand, là, je crois qu'on a quelques exemplaires de ça. On va être capable de descendre jusqu'à 2 mm. Donc là, je peux vous garantir que là, c'est pas à la perceuse qu'on y va, là. On y va vraiment très fort. Donc voilà, ça c'est notre métier, et on accompagne énormément d'entreprises dans ce domaine. Le plus important à garder en tête, selon moi, c'est que toutes les données ne se détruisent pas de la même façon. En fonction du type de données que vous avez dans votre entreprise, vous devez choisir la bonne méthode. Nous là-dessus, c'est un peu notre spécialité, et effectivement, on va appliquer des protocoles, des normes industrielles, et puis effacer en fonction de la complexité de vos données. C'est-à-dire qu'on a des clients qui vont nous indiquer, ben voilà, moi, ces disques-là ont permis de garder des secrets industriels ou nous ont permis d'avoir des informations sensibles sur des données liées à la R&D ou même des informations de sécurité ou de données personnelles. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va effacer le disque dans un premier temps et dans un deuxième temps, on va le détruire. On va être certain qu'il a été parfaitement effacé, on va vous le certifier, et ensuite on va procéder à sa destruction totale et on va vous fournir le certificat de destruction. Pour être certain qu'effectivement, on n'aura pas de problème par la suite. De la même façon, si effectivement on est plutôt sur une donnée assez classique,
des informations qui vont être liées à de la bureautique ou des données publiques. On va utiliser une méthode d'effacement qui va être la même pour tout, mais on va pouvoir remettre ce disque en circulation. Voilà. Toujours garder à l'esprit d'avoir une information, de bien classer son information, de bien identifier correctement ses supports de stockage et ne pas dupliquer l'information bêtement. Francis, vous avez des questions ? Donc, il n'y a pas de questions? Soyez pas timide. As-tu une question? Oui. On parle de support physique pour s'assurer que les données sont détruites, mais quand nos données sont dans le cloud, comment est-ce qu'on peut s'assurer que dans SharePoint, nos données sont vraiment supprimées? Le cloud, c'est mal. En fait, vous avez des normes internationales qui s'appliquent pour les... je viens du monde du cloud. Je viens de passer plusieurs années chez un provider cloud privé pour un grand producteur d'énergie français. Et donc, mon métier, c'est de faire des clouds privés pour des clients très sensibles. L'inconvénient, c'est que toujours la même chose, c'est bien choisir son provider. En théorie, les providers cloud ont des certifications qui sont des normes dérivées des 27 000 et ont des méthodes d'effacement aussi qui sont basées sur du I3E en 2883, mais dédiées effectivement à l'effacement de serveurs virtuels ou de données comme ça. Donc en théorie, si vous choisissez bien votre provider cloud, il respecte ces normes-là. Chez Microsoft, en général, oui. Cela dit, il y a autre chose qui s'applique. Vos données sont effacées, mais après, il vient s'appliquer une autre loi extraterritoriale, ce qu'on appelle le Cloud Act. À partir du moment où vous stockez vos données sur un cloud provider américain, vos données ne vous appartiennent plus, elles appartiennent à l'État américain. Donc il y a toujours accès. Donc oui, ils effacent, mais ils ont quand même, par le biais de cette loi, une obligation de conservation qui est quand même de quelques années. Voilà. Donc le cloud, oui, c'est bien, mais c'est mieux de pouvoir se dire à un moment donné, d'avoir le contrôle de ces données en local. Et quand je dis localement, ça ne veut pas dire chez soi, mais ça peut être localement dans son pays, avec un provider qui respecte effectivement ce genre de normes. Il en demeure pour moi qu'à partir du moment que vous prenez la décision d'envoyer des données sur le cloud, quand ce sera le temps de vous assurer de la destruction de ces données-là, à l'origine, vous auriez dû avoir une analyse de risque, savoir est-ce que je suis prêt à envoyer mes données là, selon la classification de l'information que vous allez vouloir envoyer, et est-ce que je suis prêt à vivre avec le fait que je devrais peut-être me contenter d'un document PDF signé numériquement qui me dira « Nous avons détruit vos données, faites-nous confiance. » Rendu là, c'est un choix. Après, c'est bien choisir son provider et d'être accompagné par un partenaire certifié. Je crois qu'on avait une question là-bas. Y a une question là-bas? Bonjour, Steve Waterhouse. Une observation puis une question. Le Cloud Act n'est pas une autorisation au gouvernement américain de venir s'aîner dans nos données. Il n'y a aucune compagnie qui va s'engager à aller cogner à la porte de Microsoft ou une entité juridique puis dire les données nous appartiennent. Ce n'est pas un bar ouvert, cette permission-là du Cloud Act. Ça, c'est un désamorçage, je voulais faire, parce que c'est une fausse croyance. Comme la GRC fait une enquête au Canada, la GRC va avoir un mandat judiciaire, va aller piger dans n'importe quelle info nuagique, au même titre que le Cloud Act. C'est un acte judiciaire, puis Francis, tu peux en témoigner là-dessus. Ma question, par contre, pour vous, on vient au pratico-pratique. On dit qu'on parle de recyclage puis d'effacer les données lorsqu'on recycle un médium sur lequel est entreposé des données. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a une norme ou il y a un mécanisme qui existe pour effacer les données dans les véhicules automobiles avant qu'ils soient revendus, puisque c'est des ordinateurs à 4 roues maintenant? En fait, en réalité, non. En fait, c'est ça le piège. Tous les véhicules actuels, prenez une Tesla. Alors, la Tesla, elle va capter un certain nombre de données, mais elle ne va pas forcément les retenir. Par contre, vos données de conduite qui sont liées au véhicule, en théorie, le constructeur devrait se connecter dessus, effacer, remettre à zéro, pour être certain que le prochain propriétaire reparte avec un véhicule remis à neuf. En réalité,
Si vous allez chez un concessionnaire, vous prenez un concessionnaire Tesla, il fera le boulot. Maintenant, vous allez le vendre au concessionnaire du coin qui, lui, n'est pas spécialisé Tesla. Lui prend votre véhicule, il s'en fiche. Lui, ce qu'il veut, c'est revendre très rapidement votre véhicule et faire de la marge. Donc, non. En réalité, tout va dépendre du circuit par lequel vous passez. En théorie, ça devrait être obligatoire, mais la loi ne l'oblige pas. Puis je vais aller un petit peu plus loin par rapport à ça, pour avoir fait de l'informatique judiciaire sur des véhicules. Des fois, vous synchronisez votre téléphone et on vous dit « Est-ce que vous voulez synchroniser vos contacts? » Et vous répondez « Non ». C'est oui pareil. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est plus facile de tout synchroniser et d'aller mettre un flag dans le système d'exploitation. En général, les véhicules, c'est QNX. Là, c'est ceux qui n'aiment pas BlackBerry, ça roule dans votre auto. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre juste un flag de ne pas l'afficher. Fait que vous, dans l'infodivertissement, vous n'avez pas accès à la liste de contacts, mais ils ont bel et bien été synchronisés. Donc, si on analyse les 10, on analyse l'information, on a accès à cette information-là. Pour ce que Steve disait sur le Cloud Act, effectivement, okay, c'est pas magique. Le Cloud Act, ce qui est venu stamper au niveau des données extraterritoriales, avant ça, les États-Unis avaient quand même le droit d'aller chercher des données extraterritoriales. Mais les compagnies, les Microsoft de ce monde, pouvaient lever la main et contester, dire non, 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 ces données-là sont au Canada pour des Canadiens, donc, non, même si vous avez un mandat, on ne vous les donne pas. Pour corriger cette ambiguïté-là légale, le Cloud Act est venu patcher ça en disant quand vous avez une ordonnance légale, donc ce n'est pas une partie de pêche de n'importe qui appelle Microsoft au gouvernement et dit « Je veux avoir tout ce qui se passe au Canada », c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais à partir du moment maintenant qu'ils ont une ordonnance légale de fournir les données, donc émise par un juge, bien là, ils ne peuvent plus dire « Oh, c'est des données du Canada, de gens du Canada, situés au Canada ». Non, le Cloud Act, ce qu'il vient dire, c'est grosso modo, si tu as une ordonnance légale, on s'en fout de sont où les données. Est-ce qu'ils sont sous le contrôle d'une compagnie américaine? Si la réponse est oui, l'ordonnance légale inclut par défaut ces données-là. C'est ce que c'est venu. Mais effectivement, ce n'est pas une autorisation de piger dans le pot de bonbons. Non, il faut une ordonnance légale. Et le point le plus important, c'est que tous les providers ne répondent pas de la même manière. Microsoft est parmi ceux qui répondent le plus, comme AWS. Google est un peu plus réticent. Il y a des chiffres concrets qui sont sortis en Europe, qui ont été publiés. Et effectivement, puis l'Europe a mis le frein à tout ça. Ils travaillent beaucoup sur la souveraineté. Mais effectivement, il y a quand même... En général, ils arrivent quand même à trouver le moyen de s'opposer, mais de moins en moins. Les normes se renforcent encore plus. Et plus les administrations changent, surtout la dernière est plutôt pas mal dans ce domaine, c'est encore plus complexe. Ah, il y a encore une question? Oui? Oui. Jusqu'à quel point on peut se fier sur l'encryption des disques durs comme BitLocker dans Windows, etc.? Au niveau de se fier sur le chiffrement? Bon, si je prends le chiffrement de BitLocker, en général, ce n'est pas un problème de chiffrement à l'enjeu. L'enjeu, c'est un problème d'implémentation. Donc, on a installé BitLocker sur tous les ordinateurs de la compagnie, puis à un moment donné, on a créé des images, on a fait quelque chose, puis à un moment donné, on a des ordinateurs qui sont juste pas activés avec BitLocker. Donc, on prend pour acquis que. Souvent, c'est des problèmes de procédure et c'est des problèmes de stockage de clés. Okay. Dans le chiffrement, en général, à moins d'inventer quelque chose, comme je disais, là, du César, puis du ROT13, puis des affaires de même, en général, si vous utilisez des algorithmes de chiffrement robustes, réputés, connus, l'enjeu, c'est souvent l'implémentation et surtout la gestion des clés. C'est là que ça se joue. Le problème, c'est toujours l'humain qui se trouve entre la chaise et l'écran. Toujours lui le problème. Donc, on enlève l'humain puis on met de l'IA partout puis c'est réglé. Si c'était aussi facile. Là, vous m'avez fait de la peine, hein? On peut-tu revenir sur la présentation, oui? Je vous avais mis une surprise. On faisait tirer une passe pour l'année prochaine d'ITSec. Puis personne ne l'a vu. Je m'en vais en aller dans ma chambre en pleurant tantôt. Peut-être qu'on ne le voyait pas, par contre. Ça se peut-tu? On voit-tu que l'adresse chucknorrisrocks@protonmail.com avec son mot de passe? Ah! Non, c'est sa date de naissance. Hein?
Vous savez, Chuck Norris est mort cette année, fait que je voulais faire un petit clin d'œil. Mais finalement, il n'y a personne qui a répondu à l'appel. Fait que on va regarder le prix pour peut-être une autre conférence. C'est bon? Encore merci à Unirecyc pour l'invitation d'être avec vous aujourd'hui. Puis j'espère que le reste de la journée puis demain, ça va être aussi intéressant que ce que j'ai vu ce matin. Hey, merci Francis, Christophe, une belle main d'applaudissements pour nos conférenciers. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, une belle façon sur ce qui devient vraiment de nos données. Ce n'est pas très rassurant. Il va falloir que je retourne chez nous et je repense à mes façons de faire. J'espère que tout ça vous a ouvert l'appétit parce que quand on va ouvrir les portes, vous allez voir que ça va sentir vraiment bon. Le lunch est tout juste en sortant. On vous invite donc à aller chercher votre assiette dans le hall et à revenir ici dans la salle pour prendre votre repas. Puisque sur l'heure du dîner, on a aussi pensé à vous, continuer à vous nourrir intellectuellement en plus de physiquement. Vous aurez le droit à un panel avec des membres du cercle numérique. Ça commence à 12h15 précisément. Alors d'ici là, vous avez le temps d'aller chercher tout ce qu'il faut pour vous occuper de votre estomac pour la suite des choses. À tout de suite.